Bientôt 15h15 sur BFM TV. Bienvenue dans l'après-info. Si vous nous rejoignez à la une cet après-midi, on parle de ces 12 départements en vigilance absolue canicule. Ils s'ajoutent aux 41 départements, eux, en vigilance orange au sud, mais aussi de plus en plus en remontant, vous le voyez sur cette carte, vers le nord de l'Hexagone. Parmi les départements concernés, il y a les Alpes-Maritimes. C'est là qu'on vous retrouve, Benoît Ruiz. Vous êtes précisément à Carrosse, dans l'arrière-pays niçois, où il fait plus de 34 degrés à l'heure actuelle, ressenti 38. Là-bas, la municipalité veille au plus près sur les seniors. Exactement, mobilisation générale, ici près de 14 000 habitants à Carrosse, et une certaine partie, ce sont des gens âgés qu'il faut surveiller avec ces fortes chaleurs. Martine Passeron, vous êtes l'adjointe au maire ici à Carrosse. Vigilance maximale cette semaine, les fortes chaleurs vont durer. Exactement, donc pour le moment, effectivement, nous prenons toutes les précautions pour nos aînés, pour nos seniors. Donc nous ouvrons des salles, nous avons des agents qui se déplacent, qui se rendent à domicile, qui peuvent aller chercher les médicaments, leur acheter les premiers éléments aussi, tout ce dont ils ont besoin. Donc, il y a des salles climatisées aussi qui sont mises à disposition là au sein même de la mairie. Donc on peut venir et on se refroidit. Voilà, exactement. Donc dans la salle du conseil, la salle des mariages, voilà. Donc ensuite on a les agents qui appellent tous les bénéficiaires. Donc il y en a à peu près 370. Donc on s'assure que tout va bien pour eux, qu'ils n'ont pas de difficultés. Et ensuite, nous prenons aussi toutes les précautions pour les tout petits, parce que nous avons quand même des centres de loisirs. Nous en avons 2 actuellement, un en maternelle, un en élémentaire. On les emmène à la piscine. En maternelle, on leur fait des jets d'eau. Donc, dans une école, on a privilégié cette école parce qu'il y a une salle de motricité qui est climatisée. Donc, voilà, conditions maximum pour que tout se passe bien. Et on est très vigilants. Et justement, vous êtes vigilants avec les plus anciens. Nous sommes avec Déborah aussi. Déborah Bénard, la directrice du CCAS. On vous a vu tout à l'heure appeler plusieurs personnes âgées devant notre caméra. Certaines allaient bien, mais certaines avaient un peu de mal avec la chaleur. Oui, effectivement, certaines ont un petit peu de mal avec la chaleur et en fait, on arrive à remettre à jour, grâce à ces appels téléphoniques, notre registre de vigilance, puisque c'est l'une des obligations d'un CCAS d'avoir un registre des personnes fragiles. Donc, ça nous permet de voir si, avec l'avancée dans l'âge, la perte d'autonomie, de voir si jamais il y a un accompagnement, une mesure, un voisin qui peut venir, on a le contact du voisin qui peut vraiment rendre service à ces personnes et comme le disait Madame la première adjointe, de permettre de nous déplacer si nécessaire au domicile des personnes. Donc là, c'est une équipe qui est mobilisée pour nos aînés carrossois. Merci beaucoup, merci à vous deux. Effectivement, ici à Carrosse, on est mobilisés, comme on dit, pour que tout se passe bien, car ces fortes chaleurs vont durer au moins toute la semaine. Benoît Ruiz en direct de Carrosse dans les Alpes-Maritimes avec Rémi Chauveau pour les images. Donc les Alpes-Maritimes en vigilance orange canicule aujourd'hui. Ça c'était pour le sud-est. On va s'intéresser au sud-ouest avec Kevin Fleury du service météo de BFM TV. Il y a 12 départements qui sont en vigilance rouge et c'est vrai que ça se concentre sur le sud-ouest du pays. Oui, exactement. Et on vient de l'apprendre dans le département des Hautes-Pyrénées à 1400-1500 mètres d'altitude à Gavarnie. On vient de battre un record absolu de température. Le précédent record absolu, il datait d'hier. 35 degrés quand même. C'est vous donner l'indication de cette intense vague de chaleur qui nous concerne. Température extrême, de plus en plus élevée au fil des heures. Pour ceux qui nous rejoignent en ce milieu d'après-midi, je vous rappelle que l'on a le dôme de chaleur qui est juste ici. Puis on a en ce moment une perturbation aussi qui plonge au large de la France et qui, de par son positionnement, fait remonter sous cette cloche d'air chaud déjà présente depuis vendredi dernier sur la France, un air chaud supplémentaire. Donc, selon les derniers relevés des stations Météo France datant d'il y a quelques minutes, on a du 37 à 38 degrés de façon assez généralisée ici dans le sud-est, 39 à 40 vers le département de l'Aude, dans la région de Carcassonne, 38 à 39 ici en Nouvelle-Aquitaine et on va sans doute dépasser les 38 aussi vers La Rochelle. Donc là, on est en plein dans les prévisions parfaites, malheureusement, des services de Météo France. Est-ce qu'on sait si demain, cette vigilance va être reconduite, notamment pour les départements en rouge ? Oui, c'est très probable. On se pose la question même d'une aggravation de la vigilance orange pour un certain nombre d'autres territoires parce que c'est ça le problème. C'est ce dôme de chaleur qui accentue quotidiennement les températures déjà relevées et très hautes ce week-end. Aujourd'hui, pour la suite de la semaine également, sur des zones qui remontent vers la Champagne, vers la Lorraine et l'Alsace. Donc, il y a fort à parier
que cette carte de vigilance pour demain évolue en orange sur ces territoires. Le rouge, il y a encore des décisions, des discussions très précisément en ce moment chez Météo France. Donc ça, on aura la confirmation tout à l'heure à 16h. Ouais, c'est une vigilance qui va perdurer dans le temps. Cette canicule, elle ne fait pas que passer. Non, en effet, là, vous voyez la carte pour aujourd'hui. Donc 40 à 43 degrés, on y est. Là, les températures vont continuer de grimper pendant au moins 1 à 2 heures. Et demain, voilà, cette carte va évoluer avec une couleur beaucoup plus rouge, beaucoup plus orangée vers les territoires du nord et de l'est. On attend les dernières actualisations des services de Météo France pour les prochains jours, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la semaine, parce que mercredi, on a des orages qui vont passer sur la France, ça va faire baisser un tout petit peu les températures, mais derrière, on a de nouveau ce scénario que l'on détaillait ensemble à l'instant avec notre animation. Nouvelle pulsion d'air chaud sur le territoire, et donc déjà une moyenne de 38 degrés annoncée sur le sud de la France dimanche après-midi prochain. Merci beaucoup, Kevin. Merci à vous deux. Et on prend la direction des Bouches-du-Rhône, justement, l'un de ces départements concernés par cette vigilance rouge, non, orange aujourd'hui, canicule. Pour retrouver Anne Boisise, vous êtes à Aix-en-Provence avec Arnaud Delair, où la température actuellement est de 37 degrés. Vous devez avoir très très chaud et ça doit être pire encore pour les restaurateurs avec qui vous êtes. Oui, c'est ça, tout à fait. Et le thermomètre, un thermomètre situé en plein soleil, en plein centre-ville d'Aix-en-Provence, affiche même jusqu'à 42 degrés. On le voit dans les rues du centre-ville, il n'y a pas beaucoup de monde, ou en tout cas ceux qu'on croise, ils préfèrent raser les murs et rester le plus possible à l'ombre. Certains sont équipés d'éventails, de casquettes, de bouteilles d'eau, et d'autres préfèrent manger des glaces. Et justement, nous sommes devant un glacier et nous sommes avec la patronne, donc Marie-Ève. Bonjour Marie-Ève. Bonjour. Pour vous, comment est-ce que ça se passe de travailler dans de telles conditions? Il fait très très chaud effectivement. Alors c'est tout petit en plus, nous on n'a que 20 mètres carrés et on a beaucoup de clients. Il fait chaud, on a les frigos, les congélateurs, donc ça dégage beaucoup d'air chaud et on n'a pas de clim. Donc en plus on travaille sans clim, donc c'est vrai que c'est très dur. Donc on s'hydrate beaucoup, mais c'est compliqué au quotidien, quoi. C'est clair qu'on a chaud et à n'importe quelle heure de la journée, il fait autant chaud l'après-midi que le soir, ça ne baisse jamais les températures. Compliqué, d'autant plus que pour vous l'été c'est une grosse période parce que vous avez beaucoup de clients qui viennent manger des glaces justement pour se rafraîchir. Ouais, pour nous, c'est la meilleure période de l'année. Donc c'est vrai qu'on est en plein dedans. Il nous reste encore un mois. Et effectivement, quand le thermomètre montre, on vend des glaces. Donc on est là pour effectivement rafraîchir et faire plaisir aux gens. Merci beaucoup Marie-Ève et on vous souhaite bon courage du coup pour la fin de journée. Donc vous l'avez entendu, ici il fait très chaud. Merci beaucoup Anne Boisise à Aix-en-Provence avec Arnaud Delair. Il est 15h21 sur BFM TV. La réponse à présent d'Emmanuel Macron au plan de Benyamin Netanyahou pour contrôler la bande de Gaza. Edgar Becquet est notre envoyé spécial du côté du fort de Brégançon. C'est dans le Var, d'où le chef de l'État garde un œil sur l'actualité internationale. Le président de la République qui dénonce le plan d'occupation israélien. Oui, Emmanuel Macron hausse le ton sur la situation à Gaza et en Israël. Il nous dit, je cite, « Il faut mettre fin à cette guerre maintenant avec un cessez-le-feu permanent ». Voilà ce que dit le chef de l'État, lui qui continue de suivre l'actualité et la situation internationale depuis le fort de Brégançon. Le fort de Brégançon qui se trouve juste derrière moi. Le président de la République qui fustige surtout les annonces qui ont été faites hier par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou qui dit qu'il souhaite s'emparer de la ville de Gaza. Le chef de l'État français alerte en disant ceci: cela constitue un désastre annoncé d'une gravité sans précédent. La France qui dit aussi vouloir agir à la fois pour la sécurité d'Israël et la libération des otages, mais aussi pour le soutien aux populations palestiniennes et la reprise des actions humanitaires. Je cite toujours le chef de l'État, nous proposons une mission de stabilisation sous mandat de l'ONU. La France qui, on le rappelle, a l'intention de reconnaître l'État de Palestine en septembre prochain. Merci Edgar Becquet en direct du Var avec Willem Gay pour les images. Dans cette guerre, le rôle des rares journalistes qui sont admis dans le territoire palestinien est majeur. Ils nous ont notamment permis de voir et de montrer au monde cette famine qui frappe les habitants, des reporters parfois aussi menacés. Oui, cette nuit, la chaîne de télévision qatari Al Jazeera a annoncé la mort de 5 de ses journalistes après une frappe israélienne décrite comme ciblée. De son côté, Tsahal affirme que l'un des correspondants de la chaîne était, je cite, un terroriste qui se faisait passer pour un journaliste. Anaïs Girard avec Agathe Alboui. Au milieu des immeubles éventrés par les bombes, ces Gazaouis rendent un dernier hommage à l'un des journalistes tués dans la frappe. Quelques heures plus tôt, dans la nuit,
La tente des reporters est ciblée par une attaque israélienne. Parmi les victimes, Anas Al-Sharif, 28 ans, l'un des visages les plus connus des reporters de Gaza. Sur ses réseaux sociaux, il partageait de nombreux contenus sur le conflit. Il y avait même publié un dernier message testamentaire. Ceci est mon dernier testament. Si ces mots vous parviennent, sachez qu'Israël a réussi à me tuer et à faire taire ma voix. Au petit matin, les habitants découvrent ce qu'il reste du campement des journalistes. Sur place, leurs confrères dénoncent une attaque délibérée. Cette attaque confirme que dans cette guerre, les journalistes sont devenus une cible légitime et que tous ceux qui tentent de transmettre le message de la vérité sont des cibles pour Israël. Les tuer est devenu un moyen de nous faire taire et de tenter de cacher la vérité. De son côté, l'armée israélienne affirme qu'Al-Sharif était un agent infiltré du Hamas et qu'il représentait une menace. Il était le chef d'une cellule terroriste au sein de l'organisation du Hamas et était responsable de la préparation d'attaques de roquettes contre des civils. L'organisation Reporters sans frontières, elle, dénonce l'assassinat revendiqué d'un journaliste à Gaza par l'armée israélienne. Tout de suite, la chronique éco. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. Votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. Avec un retour en France, on vous parlait la semaine dernière de ces chèques qui pourraient être voués à la disparition. Eh bien, c'est peut-être aussi le cas de ces petites pièces rouges, les pièces de 1 et 2 centimes. On en a tous dans le porte-monnaie, on ne sait pas trop quoi en faire. Beaucoup les jugent encombrantes, inutiles. Elles coûtent surtout extrêmement cher à fabriquer, plus cher que leur valeur réelle. On voit ça avec Anaïs Girard et Laurine Velay. Vous avez accepté hier d'ouvrir les porte-monnaies. Parfois, quelques pièces rouges teintes entre vos mains. Je suis quelqu'un qui utilise encore beaucoup les pièces de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, bref. Ou rien du tout. Que de la carte bancaire, maintenant, du coup. 5 centimes, oui. Quelquefois, ça va. Mais en dessous, je trouve que ça coûte beaucoup d'argent de faire des pièces aussi petites. En effet, madame, ces petites pièces sont d'ailleurs plus chères à produire que leur valeur réelle. Il faut 1 centime 65 pour frapper une pièce de 1 centime. Depuis leur introduction en 2022, leur fabrication a coûté plus d'1 milliard d'euros à la France. Les retirer pourrait donc permettre de faire des économies. Sachant que beaucoup de ces pièces sont stockées chez les gens. Et donc, quelque part, c'est du cash qui n'est pas utilisé. Donc, il a coûté cher à fabriquer, mais globalement, il est un peu stérilisé à la maison puisqu'il ne sert à rien. Mais ces petites pièces ont aussi leur utilité. Jusqu'à présent, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient autour des arrondis, des œuvres caritatives. Souvent, dans certains commerces, on vous propose d'arrondir à la valeur supérieure ou, par exemple, collecter pour les pièces jaunes. Là, clairement, ça pourrait petit à petit disparaître. Les Français restent partagés. Seulement 51% sont favorables à leur suppression. En Europe, d'autres pays les ont déjà retirés, comme la Belgique et les Pays-Bas. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. C'était votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. La météo. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Bonjour, la canicule est là. Difficile de retrouver moins chaud sur le littoral des Landes, comme ici dans la région de Biscarrosse où il y avait beaucoup de monde sur la plage. Ce département des Landes qui fait partie des 12 territoires placés en vigilance rouge canicule, il est juste ici, cette vigilance qui remonte jusqu'à la Charente-Maritime et qui redescend vers le département de l'Aude. Et puis n'oublions pas la quarantaine d'autres territoires placés en vigilance orange canicule. Une extension de cette vigilance canicule est probable dans le nord-est de la France. Alors regardons, avant de détailler les températures attendues pour les prochaines 24 heures, l'animation satellite, on voit qu'il y a de tout petits nuages là quand même qui se sont formés un peu plus tôt ce matin dans l'ouest de la France. Ce sont des averses orageuses
Parfois des orages bien visibles sur notre éco-radar. Ça a traversé une grande partie de la Bretagne. Ça va vite redevenir calme dans cette région. Mais on voit bien ces différents impacts de foudre repérés au large. On aura encore quelques résidus demain matin. Mais pas de pluie, simplement des nuages, un ciel plus voilé vers le nord. Beaucoup de soleil ailleurs, soleil de plomb. Avant le retour d'un voile nuageux sur une grande moitié sud et surtout de ces formations nuageuses au-dessus de nos reliefs. Tous les reliefs du sud, Corse comprise, où on attend une averse de pluie, voire un orage en fin d'après-midi, début de soirée. Voici les températures de la nuit prochaine. C'est du sérieux, nuit tropicale généralisée entre la région centre, l'Île-de-France et le sud du pays. 28 degrés, pas moins, la nuit prochaine pour Nice. Et évidemment, avec cette bulle d'air chaud présente entre la France et l'Espagne, il faut s'attendre à une après-midi encore très compliquée. Jusque dans le nord-est, 37 entre la Lorraine et la Champagne, 36 entre Paris et Lille. On aura des pointes à 40 degrés vers le midi toulousain, 40 degrés également attendus en plein centre de Lyon, à l'ombre. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. Partir un jour sans retour. C'était la météo avec Imaprotect, alarme et télésurveillance. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil ? 15h30 sur BFM TV, la suite de l'après-midi info. Belle journée, merci d'être avec nous à la une de cette édition. La canicule qui touche une grosse moitié sud du pays. 12 départements sont concernés par une vigilance rouge. Ça se passe dans le quart sud-ouest. 41 départements sont également en vigilance orange. On attend des records par endroit, largement au-dessus des 40 degrés. On sera dans le Rhône dans quelques instants. Les concessions ne persuadent pas un tueur. Déclaration aujourd'hui de Volodymyr Zelensky à 5 jours de la rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump sur le sort de l'Ukraine. La Russie refuse d'arrêter les massacres. C'est ce qu'a déclaré également le président ukrainien qui réfute tout avantage donné à la Russie. Quant à sa participation ou non à ce sommet, ça reste encore en suspens. Et la pilule ne semble pas passer après l'annonce hier de François Bayrou de vouloir dialoguer avec les partenaires sociaux sur la suppression de 2 jours fériés. Le Premier ministre espère faire rentrer 4,2 milliards dans les caisses de l'État. Analyse des premières réactions dans ce journal. 12 départements du sud-ouest sont donc concernés par une vigilance rouge à la canicule cet après-midi. Vous voyez cette carte à l'écran. 41 autres départements pour l'instant sont en orange. C'est notamment le cas du Rhône. On va retrouver Romain Étoin on va voir Romain Étoin pour BFM TV. Romain Étoin, dans le seul espace naturel où on peut se baigner dans le Rhône. On n'est pas loin de Lyon. Il fait combien là à Lyon ? Mais écoutez, il fait plus de 35 degrés, il fait très chaud là à l'heure actuelle. Et vous l'avez dit, c'est vraiment le seul espace naturel où on peut se baigner. Regardez sur ces images de Mathias Araez, ils sont très nombreux à être venus aujourd'hui. Bon, bien sûr, il y a d'habitude un petit peu plus de monde puisqu'on est quand même au milieu du mois d'août. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui viennent profiter du frais. C'est notamment le cas de Laïla qui est ici avec ses amis. Laïla, pardon, qui est ici avec ses amis. Laïla, racontez-nous un petit peu là. Est-ce que ça fait du bien justement de pouvoir se baigner avec cette chaleur là ? Ah oui, ça fait trop du bien. On se croirait sur la Côte d'Azur, l'Espagne, le Portugal, le Maghreb, c'est trop agréable. On est dans une belle plage avec une belle verdure, bien sécurisée. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est franchement des vacances au top. Rien à dire. Et puis surtout, ça fait du bien quand même d'avoir cet espace où on peut se baigner. On frôle les 40 degrés depuis maintenant plusieurs jours. Ça commence à être difficile quand même. Oui, mais ici, on est bien. Une fois qu'on est ici, on est vraiment très bien. On vient ici entre amis depuis de nombreuses années. C'est génial, c'est génial. Il n'y a qu'ici qu'on est bien, en fait. Centre-ville, c'est pas la peine. En centre-ville, c'est très compliqué. Justement, Malika, c'est ça, Malika, vous venez de vous baigner, vous. Hein. Franchement, vous voyez la différence quand vous êtes dans l'eau. Oui, elle est fraîche, elle est très agréable et ça fait du bien. Ça fait du bien de venir se baigner là. Et en plus, il n'y a pas beaucoup de monde. On voit qu'on est au mois d'août. Et puis, on a nos amis, la police, qui sont en train de manger là, très paisiblement. Je crois qu'ils ont fait un barbecue d'ailleurs aujourd'hui. Voilà, non mais sans déconner, vous pouvez faire un petit zoom sur eux. Parce que d'habitude, ils sont là en vélo. Bon, on est bien surveillés quand même. Franchement, on est bien surveillés. Vous êtes bien surveillés, ça fait du bien et surtout c'est très important de se baigner, de rester à l'ombre puisque les températures elles vont continuer d'être très chaudes tout au long de la semaine.
Il va falloir les trouver, ces coins d'ombre. On a l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup autour de vous. Merci Romain Etchuin. Abritez-vous avec Mathias Arez au parc de Miribel-Jonage. Donc on est près de Lyon. Kevin Fleury, cette canicule, elle ne fait pas que passer, elle va nous accompagner encore jusqu'à la fin de la semaine, a priori. Oui, et c'est ça la difficulté aussi pour les organismes, c'est de savoir s'adapter à ces vagues de chaleur de plus en plus intenses, répétées, longues, précoces. Vous voyez que là, quand même, on a toute la moitié sud de la France qui est en alerte, alors vigilance orange ou vigilance rouge, extension probable tout à l'heure à 16h à partir de demain pour plusieurs territoires du nord-est. Et les records qui ont déjà été observés durant le week-end en montagne, qui sont de nouveau observés là, maintenant, dans les Pyrénées. À Gavarnie, on a 35 degrés 1 relevé il y a quelques minutes à la station de Météo France. C'est un nouveau record absolu. Alors certains diront que l'on se retrouve chaque année au même endroit pour dire la même chose, mais c'est pas tout à fait vrai, puisque chaque année, on se retrouve à commenter de nouveaux records de chaleur, c'est-à-dire des vagues de chaleur plus intenses qui nous emmènent sur des sommets plus hauts sur nos thermomètres. Rappelons que l'on attend jusqu'à 43 degrés localement cet après-midi dans le sud-ouest et qu'après une baisse des températures, ça devrait remonter une nouvelle fois pour la fin de semaine. Merci beaucoup, Kevin. On va aller dans l'Hérault, au département, cet après-midi en vigilance orange. On va à Palavas-les-Flots, au bord de l'eau, avec Victor Pérez-Boucheron. Forcément, Victor, j'imagine du monde sur la plage, là, en plein soleil. Oui, il y a beaucoup de monde, vous l'avez dit, beaucoup de monde sur cette plage de Palavas-les-Flots. Beaucoup de monde, pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un air, une brise marine. Vous les voyez sur ces images de Dorine Jarnias, beaucoup de monde sur la plage. Donc, en fait, il ne fait que entre guillemets, 28-29 degrés. Ce matin, il a fait bien 32 degrés. Tout est relatif. Évidemment, il fait quand même chaud sur cette plage de Palavas-les-Flots. Je suis avec Yolande. Yolande, vous, en fait, vous venez de Montpellier. Vous avez choisi de venir à Palavas aujourd'hui pour prendre un peu le frais. Oui, parce que sur Montpellier, dans la ville, il fait très très chaud, la canicule, c'est étouffant, donc du coup, on vient profiter de l'air marin. Comment ça s'est passé ces derniers jours, pour vous, Yolande ? Il faisait très très chaud et on n'a qu'une seule envie, c'est de s'arroser, de prendre des douches, d'aller à la piscine ou d'être en bord de mer, voilà. En fait, c'est une petite parenthèse de fraîcheur ici à Palavas. Oui, tout à fait. Heureusement qu'on a ça, oui effectivement. Ça fait du bien. Merci beaucoup, Yolande. Je t'en prie. Vous l'avez compris, beaucoup de monde sur cette plage de Palavas-les-Flots pour profiter un petit peu de la fraîcheur. La fraîcheur, évidemment, tout est relatif. Toujours 30 degrés ici dans l'Hérault. Merci beaucoup Victor à Palavas. Le numéro vert à vous donner cet après-midi. Il apparaît à l'écran, le 0800 06 66 66. C'est le numéro canicule info service activé aujourd'hui par le gouvernement. Et on retrouve notre invitée Sofiane Aboubeker à distance. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes président de l'Arecia Group, président de l'Association des métiers de la sécurité. Justement, à quelles difficultés ils sont confrontés ces agents des métiers de la sécurité avec de telles chaleurs ? Alors, plusieurs difficultés. C'est déjà, d'une première part, l'attitude des personnes qui est un peu plus virulente et un peu plus agressive du fait de la chaleur, parce que vous le savez, la chaleur a un impact sur la physiologie et sur notre organisme. Donc, les gens sont un peu moins patients et un peu plus agressifs. Et donc, les agents de sécurité ont à gérer des situations de tension qui sont extrêmement dues à cette phase de canicule. Et puis, comme tout salarié, ils prennent des mesures pour pouvoir se protéger. Donc, les entreprises de sécurité adaptent les emplois de travail, les plannings et mettent à disposition des agents tous les dispositifs pour leur permettre de pouvoir exercer leur mission dans les meilleures conditions possibles, ce qui n'est pas toujours très évident. Donc les horaires peuvent être adaptés, peut-être aussi la tenue de certains agents de sécurité, notamment ceux en costume. C'est compliqué de supporter 40 degrés. Tout à fait. Alors ça, après, ça dépend des politiques d'entreprise et des politiques clients, mais effectivement, la tenue de travail de l'agent de sécurité est adaptée, notamment dans les régions du Sud, pas très loin de précédents sujets, à Montpellier. On a des agents de sécurité qui travaillent dans des entreprises adhérentes de l'UMS, qui ont des polos allégés, qui ont des gilets, parce que vous savez, la tenue d'agent de sécurité est extrêmement réglementée, donc il y a des marques obligatoires qu'on doit avoir dessus, et donc il y a des gilets particuliers qui ont été mises à disposition pour pouvoir gérer la chaleur le mieux possible. Alors donc ça dépend des entreprises, mais au niveau des associatifs, au niveau de vos groupes, est-ce que vous justement proposez à l'État des améliorations ? Est-ce qu'il y a encore des retours d'expérience qui vous reviennent et qui font que la situation pourrait être encore améliorée pour les agents de sécurité ?
Bien sûr, mais ça fait partie du dialogue permanent qu'on a avec les services de l'État, avec le ministre de l'Intérieur sur ces sujets, parce que comme on est une profession qui est extrêmement réglementée, les tenues de travail sont normées, elles sont réglementées par un arrêté du ministre du Travail, donc une entreprise sécurité privée qui ne respecterait pas ça s'expose mécaniquement à une sanction disciplinaire de la part de l'autorité de régulation du secteur, qui s'appelle le Conseil national des activités privées de sécurité. Donc on travaille naturellement là-dessus pour s'adapter nous aussi et adapter les tenues de travail de nos agents dans ce contexte particulier qui, malheureusement, comme le disent vos invités, risque de durer. Merci beaucoup Sofiane Aboubaker d'avoir été notre invitée dans l'après-midi info 15h38 sur BFM TV. La ministre de la Santé et du Travail justement organisé un point presse il y a quelques instants. Catherine Vautrin qui s'est entretenue notamment avec les agences régionales de santé. Pour l'instant, même si on surveille la situation dans les hôpitaux, pas de plan blanc pour l'instant. Écoutez la ministre. Au moment où je vous parle, nous n'avons pas de plan blanc parce que, et c'est un élément très important, on sait tous que les premiers jours d'un épisode de chaleur ne sont pas forcément les premiers moments où on a des pics d'intervention. C'est souvent quelques jours après et c'est pour ça d'ailleurs que nous anticipons dès maintenant de façon à être en capacité de répondre s'il y a nécessité dans 1 jour, 2 jours, 3 jours. Et avec nous en plateau, Tom Kercourt, bonjour, journaliste santé BFM TV. C'est donc la deuxième vague de chaleur de l'été, on est en plein dedans. Il y en a déjà eu une fin juin avec d'importantes conséquences sur la santé. Il y a déjà des bilans qui ont été faits. Oui, tout à fait. C'est un premier bilan qui a été publié il y a quelques semaines. On a appris qu'il y avait 480 personnes qui ont perdu la vie à cause des conditions liées à la météo. C'est, pour vous donner un exemple, c'est 5% et demi de plus que la mortalité classique sur cette période hors épisode exceptionnel comme les canicules. On peut en parler un peu dans le détail de ces personnes. Ce sont, pour leur extrême majorité, des personnes âgées plus de 75 ans. On parle de 410 personnes. Pourquoi ? Eh bien parce que les personnes âgées, mais aussi les personnes très jeunes, sont particulièrement vulnérables à la chaleur. Et c'est également le cas des personnes qui souffrent de troubles sous-jacents, notamment des problèmes cardiaques. Pour vous donner un peu de contexte, là, ces 480 morts, qu'est-ce que ça représente ? Eh bien, si on s'attarde sur les chiffres de l'an passé, en 2024, ce sont 3700 décès qui étaient attribués à la chaleur sur l'ensemble de l'été, alors que là, on parle de chiffres plutôt provisoires. Et pour vous donner un autre référentiel, vous vous souvenez certainement de 2003, la canicule qui avait été vraiment meurtrière. Eh bien, nous avions 15 000 décès à déplorer sur l'ensemble de l'été. Parmi les risques de l'été, il y a aussi le risque de noyade. Là aussi, pas mal de décès à chaque saison. Oui, tout à fait. Sur les premières semaines de l'été, nous avons déjà déploré 702 noyades, dont 193 mortelles, ce qui représente 50% d'augmentation par rapport à la même période l'an passé. Pour parler plus spécifiquement de la canicule qu'on a connue à la fin du mois de juin, ce sont 315 noyades et 96 qui ont été suivies de décès. Toutes les tranches d'âge sont bien sûr concernées. À noter que malheureusement, une certaine population a connu davantage de décès pendant la période. Ce sont les jeunes, notamment les adolescents et les enfants. À avoir en tête que ces chiffres, ce sont dans les rivières, dans les piscines, à la mer également, et que tout le monde est vulnérable face à ce risque. Les autorités sanitaires insistent notamment sur un point, la consommation d'alcool. Il ne faut pas consommer d'alcool de manière générale quand il fait chaud, mais a fortiori si on a pour projet d'aller se baigner. C'est un risque qui peut être évitable et chaque année, les autorités sanitaires nous demandent de faire très attention. Merci beaucoup Tom Kercourt pour ces précisions. On précise d'ailleurs que 2 nouvelles noyades mortelles ont été signalées en 2 jours à Marseille ce matin et hier qui concernent des personnes de 68 et de 60 ans. L'actualité internationale à présent, avec peut-être une semaine cruciale dans le conflit en Ukraine, avec 4 jours avant cette rencontre donc entre Donald Trump et Vladimir Poutine en Alaska. Antoine Là, on vous rejoint à Washington. Il y a eu cette petite musique qui s'est fait entendre ces dernières heures, comme quoi Volodymyr Zelensky serait l'invité surprise de cette rencontre, alors, en tout cas partiellement. Oui, en tout cas. Oui, en tout cas, il y a une pression du côté européen et du côté ukrainien pour que Zelensky ait sa place à la table des discussions vendredi. Et manifestement, les Américains ne ferment pas la porte à cette possibilité. On a entendu ce week-end notamment J.D. Vance, le vice-président, dire que les États-Unis travaillent à l'organisation d'une réunion tripartite. On a aussi entendu l'ambassadeur américain auprès de l'OTAN qui explique que Zelensky pourrait être présent en Alaska si, dit-il, Donald Trump juge que c'est le meilleur scénario.
scénario. Alors, il faut savoir qu'au départ, Washington voulait une rencontre avec les 3 dirigeants, sauf que Poutine ne veut pas en entendre parler, et Trump, pour le moment, en a pris acte et semble prêt à s'en accommoder. Du côté de la Maison-Blanche, on explique en tout cas que la priorité, c'est le tête-à-tête Poutine-Trump. Le président américain veut que cette rencontre soit un succès. Il croit beaucoup à ces échanges directs qu'il va avoir avec Poutine. Il est convaincu qu'à lui seul, il peut convaincre le chef du Kremlin d'arrêter les combats. Et les Américains expliquent qu'il y a encore beaucoup de travail pour que cette réunion soit un succès. Il y a, pour le moment, on ne sait toujours pas d'ailleurs où les 2 hommes vont précisément se rencontrer. Il va falloir tout mettre en place en un temps record, notamment les questions de sécurité. Et entre les lignes, on comprend qu'une potentielle invitation de Volodymyr Zelensky risque de compliquer encore un peu plus les choses. L'une des pistes envisagées néanmoins dans la presse américaine, ce serait que Zelensky se rende en Alaska pour rencontrer Donald Trump, mais pas Vladimir Poutine. Il y aurait donc une succession de 2 réunions bilatérales. Pour le moment, la question n'a pas été tranchée de façon définitive côté américain. On verra donc ce qui va se passer. Tout semble ouvert. Trump, tout à l'heure, doit donner une conférence de presse. On verra s'il donne des précisions supplémentaires à ce sujet. Antoine Lard pour BFM TV à Washington. Merci beaucoup Antoine. Avec nous en plateau, Claude Blanche-Maison. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien ambassadeur de France à Moscou. Volodymyr Zelensky s'est exprimé il y a quelques heures sur Facebook. Les concessions ne persuadent pas un tueur. Ce sont ces mots. Compliqué peut-être d'imaginer une rencontre, en tout cas une présence ukrainienne avec, quand on voit encore cette virulence des mots à quelques jours de ce sommet en Alaska. Oui, je crois que c'est important ce qu'il dit là, le président Zelensky, parce qu'il s'attache au fond et pas à la forme. En effet, moi je pense que fondamentalement, il est normal que les Européens réclament sa présence à ce sommet. C'est une façon de dire, de toute façon, on ne pourra pas traiter du sort de ce pays sans ses dirigeants, sans les représentants de l'Ukraine. Mais je ne suis pas sûr, dans les conditions actuelles, que Zelensky ait un véritable intérêt à se rendre sur place. Ou alors sinon, c'est pour discuter avec M. Trump et essayer de le canaliser. Mais s'il se rend et s'il est admis au sein de la conférence du sommet à 2 comme 3e larron au bout d'un certain temps, évidemment, de 2 choses une. Ou bien il y aura eu un accord entre les 2 grands et lui diront « tu signes là », ça serait une reddition, c'est exclu, bien sûr. Ou bien, évidemment, il refusera ce qu'ils ont discuté et il sera le fauteur de guerre. C'est-à-dire, ils lui diront tous les 2, finalement, si la guerre continue, c'est à cause de vous. Puisque donc c'est un piège vous ne pour voulez pas Volodymyr Zelensky s'il se rend là-bas. Ça pourrait être un piège. Ce qui n'est pas un piège, c'est qu'il doit participer à la négociation véritable avec les Européens qui sont eux aussi concernés par cette question, puisque c'est la sécurité en Europe qui est en question, bien entendu. Ça ne concerne pas uniquement M. Trump et M. Poutine, mais c'est vrai que la présence de Zelensky ne suffirait pas. Il faudrait aussi une présence européenne, ce qui est exclu par les 2 protagonistes principaux. Mais ce qui peut se négocier là-bas, c'est une cession de territoire, alors soi-disant au bénéfice de la Russie et de l'Ukraine. Comment est-ce que l'Ukraine pourrait accepter de céder certains territoires alors qu'elle n'est pas présente et qu'on sait la position qu'elle a là-dessus ? C'est en effet exclu, et là, effectivement, c'est probablement l'habileté de Vladimir Poutine d'avoir enfermé M. Witkoff, l'envoyé spécial, mercredi dernier. Witkoff venait avec une mission qui était d'obtenir un cessez-le-feu. Et il repart avec, naturellement, le sommet, ça il avait le droit de l'accorder, parce qu'il avait les pouvoirs pour dire oui, mais en plus, des demandes de fond de Poutine, qui dit cessez-le-feu, on peut voir, mais il faut aussi parler des questions de fond, c'est-à-dire de partage de territoire et de sécurité de l'Ukraine qui restera, qui ne sera pas occupée par la Russie. Donc effectivement, là, ça devient un piège. On en parlait justement du poids de ce sommet aussi au niveau européen. Il y a aujourd'hui une réunion entre les ministres des Affaires étrangères de différents pays de l'Union européenne. On sent qu'ils cherchent à peser dans la balance avant cette rencontre de vendredi, à faire bloc autour de Volodymyr Zelensky. Oui, la haute représentante pour les relations extérieures et la sécurité, qui a ce pouvoir, a convoqué un conseil d'urgence des ministres des Affaires étrangères. Et effectivement, elle va leur dire nous sommes dans la semaine de tous les dangers. Dans 4 jours, il y a ce sommet qui va se dérouler en Alaska et qui va, dans le fond, décider du sort de l'Europe, en quelque sorte. Parce que c'est bien la sécurité de l'Europe qui est en jeu, en voulant traiter des problèmes territoriaux d'un pays tiers non représenté, en l'occurrence l'Ukraine. Il est probable qu'elle va en effet
tirer la sonnette d'alarme et essayer de voir avec les pays européens ce qui peut être fait. Alors il est probable qu'effectivement, dans le communiqué final, il n'y aura pas de choses qui portent atteinte au souci de M. Trump d'être toujours très respecté. Ça sera donc sans doute un communiqué respectueux, mais qui réaffirmera les principes, c'est-à-dire que l'Union européenne est attachée bien sûr au droit international, à l'intégrité territoriale, et bien sûr qu'on ne peut pas décider du sort d'un pays sans la présence de ce pays. Ça ne se paraît pas aussi évident à tout le monde, mais merci, en tout cas, c'est la règle. Merci Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France en Russie. On revient en France à présent avec la politique et la pilule qui ne semble pas passer après l'annonce de François Bayrou hier de vouloir dialoguer avec les partenaires sociaux sur la suppression de 2 jours fériés. Le Premier ministre qui pense faire ainsi entrer 4,2 milliards d'euros dans les caisses de l'État. Alexis Cuvillier est avec nous, chef adjoint du service politique de BFM. Le gouvernement qui veut donc rapidement discuter et obtenir, si possible, un accord, trouver une issue d'ici la fin du mois de septembre. Un peu plus d'un mois à peine, ça semble mal engagé, non ? Fondamentalement, il n'y a pas de grande surprise dans ce que l'on découvre là. Que ce soit sur le fond, sur cette proposition choc de renoncer à 2 jours fériés. Elle était déjà dans la conférence de presse de François Bayrou. Elle avait marqué les esprits mi-juillet. Et de la même façon, sur le calendrier, il est assez cohérent avec un certain nombre d'impératifs fixés par le Premier ministre, celui du dialogue et celui aussi qu'il attend un peu plus tard à l'automne sur le débat sur le budget. François Bayrou pense toujours qu'il peut récupérer 4,2 milliards d'euros avec cette mesure choc, renoncer à 2 jours fériés. Il l'avait répété en fin de semaine dans ce format de podcast, vous savez, qu'il a lancé sur le budget au cœur de l'été, au FB Direct. J'ai proposé, dit le Premier ministre, l'idée controversée qui a fait beaucoup de commentaires de restreindre le nombre de jours fériés. Si on travaille 1 jour de plus ou 2 jours de plus, alors ça veut dire que le pays tout entier produit plus. Voilà la ligne qu'a rappelé François Bayrou et qui a donc été rappelée dans ce document d'orientation envoyé aux partenaires sociaux. Lorsque l'on écoute bien les mots de François Bayrou, on voit qu'il y a une ouverture qui est possible sur le sujet de la discussion, vous en parliez Fanny, sur les jours fériés qui seront concernés. François Bayrou a proposé le 8 mai et le lundi de Pâques, mais on voit là qu'il peut y avoir une discussion, peut-être sur le choix de ces jours, peut-être sur 1 ou 2 jours, c'est en tout cas ce que l'on entend. Il faudra voir comment cette négociation peut avoir lieu et si les partenaires sociaux l'acceptent. Car vous entendez bien depuis plusieurs jours qu'ils sont, eux, très mécontents de la tournure que prennent les événements. François Bayrou leur donne quelques semaines jusqu'au 1er septembre pour dire si oui ou non ils acceptent de discuter. Merci beaucoup, Alexis. Votre chronique, c'est les vacances. Retrouvez votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. C'est les vacances et si vous n'avez pas la chance de partir ou si vous venez de revenir, on va vous faire découvrir ou redécouvrir l'archipel des Glénans. Oui, c'est un archipel au cœur de la Bretagne. Mais vous allez voir, vous le voyez déjà, ça a des airs de Caraïbes, avec peut-être une petite différence. Allez, la température de l'eau évidemment, mais les couleurs, vous le voyez, restent magnifiques. Reportage de François Pitrel. Un atoll aux eaux cristallines et turquoises, où les dauphins saluent notre passage. Bienvenue sur l'archipel des Glénans, un morceau de paradis qui ne se trouve pas dans les Caraïbes, mais bien en Bretagne. Marie-Pierre aime y naviguer et observer ce paysage qu'elle aimerait garder pour elle. C'est un lieu qui fait rêver. Bon, il faut partager un petit peu, donc on accepte évidemment que des plaisanciers viennent l'été profiter et découvrir cet archipel des Glénans. Mais ce qui surtout fait rêver, c'est que tous les jours, c'est différent. Sur les quelques îles, pas d'habitants à l'année, mais l'été, l'école de voile y héberge ses stagiaires. Ce sont les seuls à pouvoir dormir sur place et vivre avec le sentiment d'être au bout du monde. Je me sens assez privilégiée de pouvoir être ici et d'avoir ce paysage. J'ai l'impression en fait d'être sur des îles un peu paradisiaques. Même si la mer est peut-être un peu plus froide que dans les Caraïbes. C'est vivifiant. Elle est à 18-19, en vrai, c'est totalement acceptable. Une vie en autarcie pendant une semaine, 10 litres d'eau par jour, de l'électricité fournie par quelques panneaux solaires et 0 déchet, une nécessité pour préserver le site. Si on met des groupes électrogènes, de l'eau chaude, des bâtiments, etc., l'impact sera 10 fois pire, 100 fois pire. Là, le fait de rester dans un niveau de rusticité élevé, d'être sur des choses très basiques, ça nous permet d'avoir nettement moins d'impact.
Et si vous ne vous sentez pas l'âme d'un marin, sachez que des navettes comme celle-ci permettent de faire l'excursion pour la journée et ça vous permettra d'économiser 2 tonnes de CO2 par rapport à un voyage aux Caraïbes. C'était votre programme avec assurepeople.com. Assurance auto pour jeunes, résiliés, sinistrés, malucés. 15h52 sur BFM TV, restez avec nous, on revient juste après la pause pour vous parler de cette vigilance canicule. Vigilance rouge dans 12 départements du sud-ouest du pays, plus de 40 degrés cet après-midi. Merci docteur. Alors à qui le tour? Bonjour. Ça va? Docteur, Qu'est-ce qu'on fait? appelez le 112 et mettez le haut-parleur. Un accident peut arriver n'importe quand. Alors on doit pouvoir compter sur n'importe qui. Chez Groupama, nous avons déjà formé gratuitement plus de 200 000 personnes aux gestes qui sauvent. Groupama, toujours là pour moi. Interesting. Coincé dans un anglais d'enfant? Progresser en anglais avec des leçons basées sur la vie réelle. Transformez vos trajets avec le DAB+. Le DAB+, c'est le nouveau mode de diffusion de vos radios préférées. Le DAB+, permet de bénéficier d'un son clair et continu et vous offre un choix encore plus grand de stations disponibles. Sans changer de fréquence, gratuitement et sans Internet. Bref, le DAB+, c'est 3 lettres pour une révolution de la radio. Mon histoire ressemble à celle de beaucoup de femmes. J'ai beau être Evelyne Thomas, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Je n'arrive pas à perdre du poids correctement. Un jour, j'en ai eu marre. J'ai décidé d'appeler Comme J'aime. Ils m'ont accompagné. Regardez le résultat. 13 kilos en 4 mois. Je revis. 13 kilos sur la balance, ça fait un effet waouh, quoi. Et 13 kilos sur le corps, tout d'un coup, vous vous sentez allégé. Petit à petit, ça a changé ma vie. Voilà, c'est top. Vraiment, j'ai que ça à dire. Alors, si vous voulez faire comme moi, rendez-vous sur commej'aime.fr. commej'aime.fr. Avec Vérissure, la protection de la famille Lesage est passée de ça à ça. Grâce au nouveau détecteur extérieur Vérissure, la télésurveillance met les intrus en fuite avant même qu'ils ne pénètrent chez vous. Télésurveillance Vérissure. Vous êtes enregistré. Et les forces de l'ordre alertées. Avec Vérissure Défense Active, le leader de la télésurveillance vous protège dès l'extérieur. Votre diagnostic sécurité gratuit en vous rendant sur vérissure.fr ou en appelant le 3110. Je garde la tête froide et me fixe des limites. Je suis majeur, je peux entrer en jeu. J'écoute mes proches quand ils m'alertent. Le sport dans la peau. Le pari dans l'appli. Paris en sport en ligne. Plus besoin de passer des semaines à chercher la bonne voiture d'occasion. Grâce à Autohero, acheter une voiture est enfin facile. Des voitures d'occasion sélectionnées avec soin, livrées près de chez vous ou directement à votre adresse. L'achat de voiture qui fait vraiment plaisir. Trouvez vite la voiture de vos rêves sur autohero.com. L'ortolan est un fromage tellement doux qu'il attendrit même les plus durs. L'ortolan, sa force, c'est sa douceur. Des hôtels et des destinations d'exception jusqu'à moins 70%. Voyage privé, l'évasion commence ici. Bonjour, la canicule est là. Difficile de retrouver moins chaud sur le littoral des Landes, comme ici dans la région de Biscarrosse où il y avait beaucoup de monde sur la plage. Ce département des Landes qui fait partie des 12 territoires placés en vigilance rouge canicule, il est juste ici, cette vigilance qui remonte jusqu'à la Charente-Maritime et qui redescend vers le département de l'Aude. Et puis n'oublions pas la quarantaine d'autres territoires placés en vigilance orange canicule. Une extension de cette vigilance canicule est probable dans le nord-est de la France. Alors regardons, avant de détailler les températures attendues pour les prochaines 24 heures, l'animation satellite, on voit qu'il y a de tout petits nuages là quand même qui se sont formés un peu plus tôt ce matin dans l'ouest de la France. Ce sont des averses orageuses, parfois des orages bien visibles sur notre éco-radar. Ça a traversé une grande partie de la Bretagne, ça va vite redevenir calme dans cette région, mais on voit bien ces différents impacts de foudre repérés au large.
On aura encore quelques résidus demain matin, mais pas de pluie, simplement des nuages, un ciel plus voilé vers le nord. Beaucoup de soleil ailleurs, soleil de plomb, avant le retour d'un voile nuageux sur une grande moitié sud et surtout de ces formations nuageuses au-dessus de nos reliefs. Tous les reliefs du sud, Corse comprise, où on attend une averse de pluie, voire un orage en fin d'après-midi, début de soirée. Voici les températures de la nuit prochaine. C'est du sérieux, nuit tropicale généralisée entre la région centre, l'Île-de-France et le sud du pays. 28 degrés, pas moins, la nuit prochaine pour Nice. Et évidemment, avec cette bulle d'air chaud présente entre la France et l'Espagne, il faut s'attendre à une après-midi encore très compliquée. Jusque dans le nord-est, 37 entre la Lorraine et la Champagne, 36 entre Paris et Lille. On aura des pointes à 40 degrés vers le midi toulousain, 40 degrés également attendus en plein centre de Lyon, à l'ombre. La météo des plages avec ruducommerce.fr. High-tech, livres, jeux, bricolage. Tous les produits de l'été sont sur ruducommerce.fr. Regardez la météo avec entrediscount.com. Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Pas de canicule sur les bords de Manche, mais un ciel parfaitement dégagé et des températures bien plus raisonnables qu'ailleurs en France. Voici le programme météo sur nos plages. Entre France et Angleterre, ce mardi, Malo-les-Bains, 24 degrés sur le sable, 26 en baie du Mont-Saint-Michel. C'est beaucoup plus chaud pour la température de l'air ici entre Ourtin et Biarritz, avec 29, 30, localement 31 degrés attendus en journée. Et une température du golfe de Gascogne qui remonte à 23 degrés sur les plages de Biarritz. Direction le golfe du Lion avec un ciel voilé attendu donc en cours d'après-midi ce mardi, mais peu de vent, donc des drapeaux qui seront essentiellement verts. La baignade ne sera pas dangereuse. Température de l'eau à 24 degrés pour Argelès-sur-Mer et puis c'est bien plus entre Corse et continent. Avec l'absence de vent, ça remonte à 27, parfois 28 degrés, notamment en direction de la baie de Porto Vecchio, sur la côte orientale de l'île de Beauté. C'était la météo des plages avec ruducommerce.fr. High-tech, livres, jeux, bricolage. Tous les produits de l'été sont sur ruducommerce.fr. C'était la météo avec entrediscount.com. Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Il est bientôt 16h sur BFM TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h dans l'après-midi info. À la une cet après-midi, cette vigilance rouge canicule qui concerne 12 départements du sud-ouest en France. 41 autres départements de l'Hexagone sont concernés par une vigilance orange. Des températures qui flirtent un peu partout avec les 40 degrés, qui les dépassent même dans le sud-ouest, du côté de Bordeaux. Nous retrouverons nos envoyés spéciaux dans les départements où il fait le plus chaud. Aujourd'hui, cette vague de chaleur pourrait durer encore jusqu'à la fin de la semaine. À 4 jours du sommet Trump-Poutine en Alaska pour trouver un accord de cessez-le-feu à Gaza, J.D. Vance laisse entendre que le président ukrainien pourrait bien être présent. Cessez-le-feu évidemment en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Le président ukrainien donc pourrait être présent, mais uniquement pour échanger avec Donald Trump. Un début d'inflexion donc face aux pressions européennes. On en parlera dans ce journal. Et depuis la résidence d'été varoise d'Emmanuel Macron, le président répond au plan d'occupation de la bande de Gaza détaillé par Benyamin Netanyahou, le chef de l'État français qui propose une mission de stabilisation sous mandat de l'ONU pour sécuriser le territoire palestinien. Nous retrouverons Edgar Becquet dans un instant sur place. Mais tout d'abord, donc cette vague de chaleur, la deuxième de l'été, avec ces canicules qui se poursuivent. 12 départements en vigilance orange aujourd'hui, en vigilance rouge, pardon. Donc le niveau le plus élevé. Et ils sont 41 départements à être en vigilance orange. C'est le cas de la Haute-Garonne où on vous retrouve. Pierre Barbin, vous êtes près de Toulouse, au lac de Tézouc, où on cherche évidemment à se rafraîchir. Oui, bien évidemment. C'est vrai qu'il fait plus de 40 degrés ici cet après-midi dans le département de la Haute-Garonne. Donc il y a beaucoup de monde qui vient ici, notamment ceux qui habitent en ville, à Toulouse par exemple, ou dans d'autres communes environnantes. C'est un peu le point de ralliement du département parce que c'est vrai qu'il y a un lac et on peut donc facilement se baigner. Alexis, vous habitez à Muret, c'est à 30 km, à une demi-heure de route d'ici à peu près. Bon, c'était l'endroit idéal. C'est l'endroit idéal pour passer cette journée ici? Ouais, c'est vachement idéal parce que donc il y a une bonne plage donc gratuite avec un grand lac et facile d'accès, donc c'est plutôt sympa. Bon, là vous allez passer la journée dans l'eau, racontez-moi. Oui, on va passer la journée dans l'eau, on va peut-être aller prendre une petite boisson fraîche au restaurant juste à côté et voilà. Ouais, comment on vit ces journées de canicule là où il fait plus de 40 degrés? Bah, c'est sûr qu'on essaye de ne pas rester chez nous parce que donc si on n'a pas la clim, il fait très très chaud.
Et puis on se rafraîchit dans l'eau, comme ça au moins on profite du soleil, tout ça. Donc voilà. Et on voit qu'il y a du monde parce que tout le monde a chaud. Vous, à Muret, c'était impossible de rester en ville? Non, il fait vraiment trop chaud. Et puis oui, ça se voit, même sur le parking, c'est assez plein, donc voilà. Merci beaucoup Alexis. Il faut aussi expliquer que cette base nautique est surveillée. C'est une des rares bases nautiques du département à être surveillée. Donc les parents viennent ici pour que leurs enfants se baignent en toute simplicité, sans aucun risque, parce que je disais donc cette plage est surveillée jusqu'à 18h ce soir. Mais c'est vrai qu'il va falloir s'habituer à ces températures parce qu'elles vont continuer ici dans les jours à venir dans le département de la Haute-Garonne. Merci beaucoup Pierre Barbin en direct donc de la Haute-Garonne pour BFM TV. Merci beaucoup. On va aller retrouver Kevin Fleury du service météo de BFM TV. On va monter un peu plus au nord par rapport à Toulouse pour parler d'un record qui est tombé cet après-midi, Kevin. Oui, on a fait du jamais vu à Bordeaux-Mérignac, là où est installée une station de référence de Météo France. 41,6 degrés relevé il y a quelques minutes à peine à 15h36. C'est du jamais vu depuis l'installation de cette station. Donc toute canicule confondue, toute vague de chaleur confondue, notamment celle de 2003, avec donc 41,6 degrés. Il faudra suivre maintenant, dans les prochaines minutes, l'évolution à la hausse ou non de cette valeur. Je vous propose de revenir un instant sur notre carte de vigilance pour vous rappeler évidemment que Bordeaux et la Gironde est un département placé en vigilance rouge, comme 12 autres territoires jusqu'au département de l'Aude. Dans les toutes prochaines secondes, peut-être au moment où je vous parle, Météo France est en train d'actualiser sa carte de vigilance pour demain. D'autres territoires vont passer en rouge, notamment le Rhône, à partir de demain à midi. Donc ça y est, là on y est. On est en plein cœur de cette vague de chaleur très intense qui, on le rappelle, s'explique par le positionnement des grands centres d'action. Vous avez une dépression qui plonge au large de la France, une bulle d'air chaud déjà en place sur notre territoire entre France et Espagne depuis vendredi dernier et qui accentue, de par évidemment son positionnement, la chaleur relevée quotidiennement sur nos différents thermomètres. Possiblement une aggravation de ces vigilances canicules. Ce qui est plutôt certain, c'est que cette chaleur va nous accompagner encore plusieurs jours. Oui, et vous avez raison, elle va s'étendre, cette vague de chaleur, en concernant d'autres régions du nord-est de la France. Donc on pense à l'Alsace, la région Grand Est, sous ce dôme de chaleur qui empêche l'air de circuler et accentue l'air chaud. Donc passage en vigilance orange d'autres territoires dans les minutes à venir, les secondes peut-être, la région Grand Est, le bassin parisien, il y aura probablement également l'Oise, l'Aisne ou le département du Nord. Donc on est sur une 51e vague de chaleur sérieuse et qui concerne quasiment l'ensemble de la France à l'exception des bords de Manche. On va surveiller ça donc avec une actualisation imminente. Oui, tout à fait. Puisque c'est vers 16h que Météo France met à jour ces données. Merci Kevin, à tout à l'heure. Merci Kevin, merci également Stéphane. On en vient à cette actualité qui va nous parvenir avec ces 4 unités de la centrale nucléaire de Gravelines. On est dans le nord de la France qui sont aujourd'hui à l'arrêt. La raison, c'est la présence massive et non prévisible, je cite, de méduses dans les stations de pompage de l'eau qui sert au refroidissement de ces réacteurs. EDF qui assure par ailleurs sur son site que ces arrêts automatiques n'ont pas eu de conséquences sur la sûreté des installations, la sécurité du personnel ou sur l'environnement. La centrale est ainsi provisoirement complètement à l'arrêt, car ces 2 autres unités de production sont-elles actuellement en maintenance. On revient à cette canicule qui nous inquiète aujourd'hui avec le quart sud-ouest concerné par des vigilances rouges. On va affiner ça et mettre à jour ça dans un instant. On est avec Agnès Ricard-Ribon. Bonjour, merci d'être avec nous à distance. Vous êtes porte-parole de la Société française de médecine d'urgence. Peut-être déjà un mot des risques qu'encourent les personnes, notamment les plus fragiles. Je pense aux personnes âgées, aux personnes isolées quand on est en période de forte chaleur comme celle que l'on connaît aujourd'hui. Alors l'augmentation de température met à mal les organismes, notamment les bébés. C'est important de vérifier la couche. Une couche sèche, c'est un bébé qui est déshydraté. Et également, effectivement, les personnes âgées qui ont des pathologies, notamment cardiaques, et des médicaments qui peuvent interférer avec l'hydratation. Mais il n'y a pas que ces publics fragiles. Il y a tout patient peut être mis à mal. Et en particulier, les gens qui font des efforts, c'est connu chez les militaires, par exemple. Qu'est-ce qu'il faut surveiller comme signe aujourd'hui avec cette canicule? Qu'est-ce que sont les premiers signes qui alertent d'un coup de chaud, par exemple? Alors, la fatigue, les courbatures, la chaleur, évidemment, et le fait d'uriner moins, les malaises. Donc, ça peut entraîner des problématiques d'urgence vitale qui sont évitables.
Et c'est essentiellement les principes de précaution, les mesures préventives qui fonctionnent de façon à éviter l'augmentation de la température et notamment l'hydratation, la révision des traitements qui interfèrent avec l'hydratation et aller dans les endroits qui sont frais. Vous qui êtes porte-parole de la Société française de médecine d'urgence, est-ce que lors de ce genre d'épisode de canicule, notamment en vigilance rouge, est-ce que là, ces dernières heures, vous constatez peut-être une augmentation de l'activité des médecins, peut-être aussi des médecins de garde qui se déplacent, qui interviennent? Alors, l'augmentation d'activité, elle se fait en général au bout de 3-4 jours, quand il y a 3-4 jours de canicule et surtout une température qui ne baisse pas la nuit. Et c'est au bout de 3-4 jours que l'on observe effectivement la décompensation des fonctions vitales, et notamment le cœur, le foie, le cerveau. Et donc, c'est pas immédiatement. On va avoir ces effets dans 3-4 jours. Et ce sont des patients qui nécessitent des prises en charge spécialisées, qui ont besoin d'aller dans les services d'urgence et parfois même dans les réanimations pour des défaillances d'organes. Donc c'est une pathologie potentiellement très grave quand on n'y fait pas attention. Vous évoquiez tout à l'heure la situation des militaires, mais ils ne sont pas les seuls à faire du sport, notamment même pour les loisirs. Certains pensent qu'avec le beau temps, on va sortir plus facilement pour courir, par exemple. Il y a un vrai danger, il faut le rappeler, à faire de l'exercice physique intense avec ces chaleurs. Il y a un vrai danger, même pour des patients ou des gens qui ont l'habitude de faire du sport et qui sont en parfaite santé, parce qu'à un moment, les mécanismes de régulation de la température sont dépassés. Et donc, il faut à tout prix éviter de faire de l'exercice pendant les périodes, même quand on est en très bonne santé, et les reporter de quelques jours plus tard. Merci beaucoup Agnès Ricard-Ribon d'avoir été avec nous sur BFM TV cet après-midi. On va prendre la direction du département des Bouches-du-Rhône qui est en vigilance orange canicule. Au moment où l'on se parle, on va retrouver Anne Boisise qui est avec Arnaud Delair derrière la caméra. Les deux, ils ont tellement chaud qu'ils sont partis se réfugier chez un glacier. On a dépassé, Anne, tout à l'heure les 37 degrés. Oui, c'est ça Stéphane. Et le thermomètre atteint même les 42 degrés en plein soleil dans le centre-ville d'Aix-en-Provence. Et on le voit dans les rues, les Aixois et les touristes rasent les murs pour rester le plus longtemps possible à l'ombre. Certains sont équipés d'éventails, d'autres de brumisateurs, de casquettes, lunettes de soleil, la totalité. Et certains mangent des glaces pour se rafraîchir. Et justement, nous sommes dans votre glacier. Marie-Ève, bonjour. Comment est-ce que vous faites pour travailler dans de telles conditions? C'est compliqué, mais on s'adapte. C'est vrai qu'il fait très très chaud, surtout on est dans un endroit où c'est très petit, on a à peine 20 mètres carrés, on a beaucoup de clients et surtout on n'a pas la clim, donc on ouvre les fenêtres, on ouvre les portes pour qu'il y ait un peu d'air, bon même s'il n'y en a pas aujourd'hui, mais voilà, on s'adapte. D'autant plus que du coup il fait chaud et donc les gens viennent manger beaucoup de glace. Oui, on a beaucoup de clients en ce moment, forcément on est au point fort de la saison puisque août est un gros mois pour nous, donc voilà, quand il fait chaud, les gens mangent des glaces effectivement. Merci beaucoup Marie-Ève et on va vous laisser retourner travailler. Et donc vous l'avez entendu, il fait chaud et dans le département des Bouches-du-Rhône, c'est dans les terres qu'il fait le plus chaud. Puis Anne, aussi, il y a un autre danger qui guette les Bouches-du-Rhône avec ce département concerné par un risque toujours élevé de feux de forêt, une vigilance orange. Oui, tout à fait. Donc dans les Bouches-du-Rhône, d'après un météorologue du département, la canicule devrait perdurer encore une dizaine de jours, ce qui veut dire plusieurs jours sans pluie. Le risque feu de forêt sera donc élevé ces prochains jours, mais tant que le Mistral ne revient pas, le risque incendie est limité. C'est en tout cas ce que nous a expliqué cet expert météo. Et pour rappel, 9 départs de feu sur 10 sont d'origine humaine. Merci beaucoup Anne Boisise avec Arnaud Delair à Aix-en-Provence pour BFM TV. Il est 16h11, l'actualité internationale J-4 désormais avant le sommet Trump-Poutine en Alaska sur le sort de l'Ukraine. Discuté pour l'heure sans le principal intéressé. Le vice-président américain J.D. Vance laisse entendre aujourd'hui que Volodymyr Zelensky pourrait finalement rencontrer son homologue américain, mais toujours pas Vladimir Poutine. Ce qui ressemble à un pas dans le sens de la pression exercée ce week-end par plusieurs pays et par plusieurs dirigeants européens menée par Emmanuel Macron. Nicolas Coadou, vous êtes notre envoyé spécial, vous êtes à Dnipro en Ukraine. En ce qui concerne en revanche les échanges territoriaux au bénéfice de la Russie et de l'Ukraine qui ont été avancés par Donald Trump, le président ukrainien a apporté une réponse. Il dit que des concessions ne convaincront pas la Russie d'arrêter la guerre, Nicolas.
Oui, exactement. C'est finalement le discours ukrainien qu'on entend depuis maintenant plusieurs mois, même depuis 3 ans. Il se réfère d'ailleurs à l'histoire et aux précédents conflits qui ont été menés par la Russie en Ukraine depuis 2014. Les cessez-le-feu qui n'ont pas été respectés, qui n'ont pas empêché la Russie de réattaquer en 2022. Il y a également eu plus tôt encore la Tchétchénie de réattaquer en 2022. Il y a également eu plus tôt encore la Tchétchénie, l'Ossétie, bref, une preuve que la Russie ne respecte pas ses engagements. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky qui donc appelle à mettre plus de pression sur la Russie. Il explique que des sanctions massives doivent être mises en place contre la Russie de Vladimir Poutine afin de mettre l'économie russe à genoux. D'ailleurs, de plus en plus d'analystes expliquent que les sanctions commencent à porter leurs fruits. C'est donc pour cette raison que l'Ukraine presse ses partenaires européens et américains pour adopter encore de nouvelles sanctions contre la Russie. Il y a eu également cette réunion aujourd'hui, on en a beaucoup parlé aujourd'hui, entre les Européens, les ministres des Affaires étrangères européens qui se sont réunis pour tenter de parler d'une même voix et soutenir l'Ukraine dans ces prochaines négociations, puisqu'au moment où on se parle, même si certains médias américains notamment laissent penser que Volodymyr Zelensky pourrait être l'invité surprise de ce déplacement, aujourd'hui, Vladimir Poutine refuse toujours de rencontrer Volodymyr Zelensky. Nicolas Coadou en Ukraine avec les images de Théo Touché. Avec nous en plateau toujours Claude Blanche-Maison, ancien ambassadeur de France en Russie. On a bien senti donc que l'Europe est en train de s'organiser avant la tenue de ce sommet entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Est-ce que ça interpelle ou inquiète peut-être à la fois les États-Unis, à la fois la Russie, Moscou en l'occurrence, cette Union européenne au sens large du terme, ou est-ce que ça les indiffère les deux ? Pour nous, pour l'Europe, c'est le sommet de tous les dangers. Parce que si on impose une solution à l'Ukraine, effectivement, ça veut dire qu'on impose aussi à l'Europe des risques pour sa sécurité et qu'elle n'aura pas participé à la négociation, ce qui est totalement inadmissible. Alors maintenant, effectivement, le fait que les ministres des Affaires étrangères soient réunis à Bruxelles crée un élément nouveau et les Américains sont bien obligés d'en tenir compte. Les Russes sont également très attentifs à ce qui se passe. Alors pour les Américains, la question est-ce que les Européens se comportent comme des empêcheurs de tourner en rond, c'est-à-dire d'éviter que Trump puisse s'entendre avec Poutine, auquel cas il faut les balayer, auquel cas il faut même les menacer, ce qui pourrait bien arriver d'ailleurs. Donc je pense que les Américains sont en contact des Européens pour voir très exactement quelle est leur position, de manière à voir quelle est pour les États-Unis la meilleure tactique pour éviter qu'ils apparaissent comme nuisance dans ce qui a été entrepris. Pour Poutine, effectivement, les Européens sont un peu des Saint-Jean-Bouche d'Or, des révélateurs du fait que Poutine n'a jamais fait aucune concession, ne fait jamais aucune concession, qu'il négocie, ce matin j'ai dit, comme une division de blindés, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il n'a aucune souplesse et que ses revendications sont exactement les mêmes depuis le début. Et qu'il n'y a pas de raison qu'elle change dans 4 jours. Donc, effectivement, les Russes... c'est pour ça que les Russes désignent l'Europe comme le méchant, celui qui veut du mal à la Russie, parce que les Européens connaissent bien les Russes et finalement disent sans doute la vérité en disant que Poutine ne fait jamais de concession. Donc, il faudrait que Poutine fasse une concession dans 4 jours pour qu'il devienne crédible. Et cette concession devait être le cessez-le-feu. C'est précisément ce qu'il refuse de faire, sauf si on lui sert sur un plateau tout le reste, c'est-à-dire tout ce qu'il a demandé. David Rigoulet-Rose est également avec nous, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique et rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. On le disait, il y a cette éventualité donc d'une rencontre entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, peut-être sous la pression européenne qui a été mise ce week-end. Ça a été annoncé entre les lignes par J.D. Vance. Est-ce que justement cette entrevue pourrait réussir à contourner le fait que, à l'évidence, Poutine ne veut pas faire de concessions et que donc, par le biais des États-Unis, on pourrait essayer de négocier quelque chose? C'est entre les lignes, notamment il y a l'ambassadeur à l'OTAN, américain à l'OTAN, Matthew Whitaker, qui a laissé entendre que Zelensky pourrait être invité. Mais on se souvient quand même de la fameuse séance humiliante du 28 février dernier à la Maison-Blanche, où Zelensky s'était retrouvé dans ce qui relevait d'un piège. Et on ne peut jamais exclure que ça se renouvelle dans le cas d'une trilatérale, d'une fausse trilatérale en réalité en Alaska. Dans la mesure où d'abord il y a ce binôme entre Trump et Vladimir Poutine,
Et on voit mal comment Zelensky pourrait faire prévaloir ses vues dans cette configuration. Ce qui est intéressant, c'est la déclaration de J.D. Vance, auquel vous faites allusion. Il a fait deux interviews, l'une ce week-end au Times, en disant que les Européens devaient être plus investis, leur rôle devait être plus important, ce qui est paradoxal puisqu'ils sont marginalisés de facto. Et il va plus loin dans une interview sur Fox News où il dit que si les Américains, de toute façon, en ont assez de voir leurs impôts mobilisés pour des dépenses à l'étranger. C'est très clair, c'est la position de J.D. Vance depuis le début. Il considère que l'Ukraine n'a pas d'intérêt pour les Américains. Et il dit, à l'adresse des Européens, il dit si ça vous tient à cœur, libre à vous de vous engager, mais de manière beaucoup plus significative, et notamment dans le financement. Donc c'est une manière de passer le relais en disant, en se dédouanant, et en même temps en actant un désinvestissement effectif, stratégique des États-Unis par rapport à cette problématique. Claude Blanche-Maison, on se parlait à l'instant du fait que Vladimir Poutine semble peu ouvert aux concessions de son côté. Il y a un respect entre lui et Donald Trump. Même s'il y a eu des tensions et des moments de flottement il y a quelques semaines de ça désormais, est-ce que Trump peut être l'homme qui fait plier Poutine sur certains points? Est-ce que c'est crédible ça aujourd'hui? On ne le sait pas. Pourquoi pas, effectivement, et c'est ce qu'il faut espérer. Mais pour le moment, Trump a surtout fait des concessions à Poutine depuis, dans le cours de ses différents coups de téléphone. Il n'y a que le 6e coup de téléphone au cours duquel il a un peu pris la mouche en disant « Poutine me raconte des salades, il me balade » et il a un peu changé d'attitude. Pas au point, à mon avis, de rompre avec Poutine et de penser que Poutine veut l'emmener droit dans le mur. La preuve, c'est que c'est M. Trump qui a choisi que ce sommet se tienne en Alaska. L'Alaska, c'est quoi? C'est le territoire américain qui est le plus proche du territoire russe, juste face à la Russie, séparé par le détroit de Bering. Et d'ailleurs, ça a été russe au début du 19e siècle. Donc, effectivement, c'est pas par hasard. C'est pour montrer la proximité des deux pays par rapport à l'Europe, la possibilité de monter des coopérations ensemble, États-Unis, Russie, dans le fond, en se passant de l'Europe, en passant l'Europe par pertes et profits exceptionnels, et puis peut-être aussi de négocier des accords, comme il y en a eu dans le passé entre l'Union soviétique et les États-Unis, sur les questions d'armement, sur les questions stratégiques. David Rigoulet-Rose, on aimerait également vous faire réagir à cette déclaration à l'instant. Là, on apprend que le chancelier allemand, Friedrich Merz, annonce des discussions mercredi qui vont donc inclure Donald Trump, les Européens et Volodymyr Zelensky. Vers quoi on se dirige là? Pour l'instant, on n'en sait rien. Tout va dépendre en fait de ce à quoi veut parvenir Donald Trump. Si c'est une photo d'un succès en termes de communication ou si c'est effectivement une esquisse de solution à long terme, en tout cas à moyen terme. Il y a la perspective inaboutie d'un cessez-le-feu. Et on voit bien à quel point le président américain, qui s'était fait fort en 24 heures de régler la question, reconnaît aujourd'hui que les choses sont beaucoup plus compliquées. Il l'a dit, effectivement, c'est très très compliqué. Et c'est à partir du moment où ça devient très compliqué, ça l'intéresse beaucoup moins, sauf s'il y a des perspectives mercantilistes, effectivement. M. Blanche-Maison a évoqué les partenariats économiques éventuels avec la symbolique géographique de l'Alaska, qui a d'ailleurs été pas forcément très apprécié par certains républicains, qui ont stigmatisé justement ce choix, qui a été valorisé par les Russes, et pour cause, puisqu'il y a un oukase en fait qui date du 18 janvier dernier, qui évoquait la reconstitution de l'espace russe avec un flou, effectivement, y compris sur potentiellement ce qui avait été vendu au 19e siècle, donc l'Alaska qualifié d'Amérique russe. Donc on voit qu'il y a de la part de Donald Trump une absence de profondeur historique sur certains attendus, ce qui n'est pas le cas des Russes, parce que le mobile principal de Donald Trump, c'est toujours le même, c'est une logique mercantiliste. Merci beaucoup David Rigoulet-Rose, merci aussi à Claude Blanche-Maison pour vos éclairages respectifs et donc ces discussions mercredi entre Donald Trump, l'Union européenne et Volodymyr Zelensky, annonce du chancelier allemand il y a quelques instants à peine. On en vient à la réponse d'Emmanuel Macron au plan de Benyamin Netanyahou pour contrôler la bande de Gaza. Edgar Becquet, vous êtes notre envoyé spécial au fort de Brégançon dans le Var, d'où le chef de l'État garde évidemment un œil sur l'actualité internationale. Le président de la République qui dénonce aujourd'hui le plan d'occupation israélien.
Oui, et Emmanuel Macron hausse le ton sur la situation en Israël et à Gaza. Il faut mettre fin à cette guerre maintenant avec un cessez-le-feu permanent. Voilà ce que nous a dit aujourd'hui le chef de l'État. Lui qui suit l'actualité et la situation internationale depuis le fort de Brégançon que vous apercevez juste derrière moi. Le président de la République qui fustige surtout les dernières annonces de Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, qui dit souhaiter s'emparer de la ville de Gaza. Et Emmanuel Macron alerte en disant ceci: cela constitue un désastre annoncé d'une gravité sans précédent. La France qui dit aussi vouloir agir à la fois pour la sécurité d'Israël et la libération des otages, mais aussi pour la reprise des actions humanitaires et pour le soutien aux populations palestiniennes. Nous proposons, je cite, une mission de stabilisation sous mandat de l'ONU, dit Emmanuel Macron. La France qui va reconnaître l'État de Palestine en septembre prochain. Merci Edgar Becquet avec Willem Gay derrière la caméra depuis le fort de Brégançon dans le Var. Et dans cette guerre dans la bande de Gaza, le rôle des rares journalistes qui sont admis à pouvoir nous en montrer les images est majeur. Il a notamment permis de mettre en lumière devant le monde entier la famine qui sévit, des reporters parfois menacés eux aussi. Et cette nuit, la chaîne qatari Al Jazeera a annoncé la mort de 5 de ses journalistes après une frappe israélienne décrite comme ciblée. De son côté, Tsahal a affirmé que l'un des correspondants de la chaîne était, je cite, un terroriste qui se faisait passer pour un journaliste. Le reportage d'Anaïs Girard avec Agathe Alboui. Au milieu des immeubles éventrés par les bombes, ces Gazaouis rendent un dernier hommage à l'un des journalistes tués dans la frappe. Quelques heures plus tôt, dans la nuit, la tente des reporters d'Al Jazeera est ciblée par une attaque israélienne. Parmi les victimes, Anas Al-Sharif, 28 ans, l'un des visages les plus connus des reporters de Gaza. Sur ses réseaux sociaux, il partageait de nombreux contenus sur le conflit. Au petit matin, les habitants découvrent ce qu'il reste du campement des journalistes. Sur place, leurs confrères dénoncent une attaque délibérée. Cette attaque confirme que dans cette guerre, les journalistes sont devenus une cible légitime et que tous ceux qui tentent de transmettre le message de la vérité sont des cibles pour Israël. Les tuer est devenu un moyen de nous faire taire et de tenter de cacher la vérité. À la télévision, photo à la main, les journalistes de la rédaction d'Al Jazeera, basée au Qatar, saluent la mémoire de leurs collègues morts dans la nuit. Nous sommes ici aujourd'hui pour exprimer notre reconnaissance et notre loyauté envers nos collègues martyrs et pour confirmer notre détermination à rester professionnels et à poursuivre sur cette voie. De son côté, l'armée israélienne affirme qu'Al-Sharif était un agent infiltré du Hamas et qu'il représentait une menace. Il était le chef d'une cellule terroriste au sein de l'organisation du Hamas et était responsable de la préparation d'attaques de roquettes contre des civils. L'organisation Reporters sans frontières, elle, dénonce l'assassinat revendiqué d'un journaliste à Gaza par l'armée israélienne. La chronique éco. Le matelas raffinement d'Epeda a été désigné meilleur choix par UFC Que Choisir. Votre programme avec les matelas et sommiers Epeda. La semaine dernière, on vous parlait des chèques qui pourraient disparaître. Ce pourrait être aussi le cas de nos petites pièces rouges de 1 et 2 centimes. Oui, on les encombre parfois un peu nos poches, nos porte-monnaies. Elles coûtent surtout très cher à produire, bien plus que leur valeur réelle. Reportage d'Anaïs Girard avec Laurine Velay. Vous avez accepté hier d'ouvrir les porte-monnaies. Parfois, quelques pièces rouges teintes entre vos mains. Je suis quelqu'un qui utilise encore beaucoup les pièces de 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, bref. Ou rien du tout. Que de la carte bancaire, maintenant, du coup. 5 centimes, oui. Quelquefois, ça va. Mais en dessous, je trouve que ça coûte beaucoup d'argent de faire des pièces aussi petites. En effet, madame, ces petites pièces sont d'ailleurs plus chères à produire que leur valeur réelle. Il faut 1 centime 65 pour frapper une pièce de 1 centime. Depuis leur introduction en 2022, leur fabrication a coûté plus d'1 milliard d'euros à la France. Les retirer pourrait donc permettre de faire des économies. Sachant que beaucoup de ces pièces sont stockées chez les gens
Et donc, quelque part, c'est du cash qui n'est pas utilisé. Donc, il a coûté cher à fabriquer, mais globalement, il est un peu stérilisé à la maison puisqu'il ne sert à rien. Mais ces petites pièces ont aussi leur utilité. Jusqu'à présent, il y avait beaucoup de choses qui se faisaient autour des arrondis, des œuvres caritatives. Dans certains commerces, on vous propose d'arrondir à la valeur supérieure ou par exemple collecter pour les pièces jaunes. Là, clairement, ça pourrait petit à petit, par exemple, collecter pour les pièces jaunes. Là, clairement, ça pourrait petit à petit disparaître. Les Français restent partagés. Seulement 51% sont favorables à leur suppression. En Europe, d'autres pays les ont déjà retirés, comme la Belgique et les Pays-Bas.